Bonjour. 1, 2, 3, Paris, Bordeaux, Paris, Paris, Bordeaux, Paris. Ok. Faut que je parle plus fort. J'ai pas l'habitude. Ok. Comme ça. Ok. Ça aussi, je vais avoir du mal. C'est bon. Bon, bah, salut tout le monde. Moi, c'est Arthur. Par quoi je vais commencer. Mon background un peu, j'ai pas fait d'études. Je participais beaucoup à des projets open source. Je programme depuis longtemps. Et à une époque, j'ai commencé à découvrir toutes les histoires d'Arduino, etc. Je savais pas encore du tout que les Fab Labs ça existait, j'en avais jamais entendu parler. Mais donc j'ai joué beaucoup avec les Arduino. Et un jour, j'ai découvert que les fraiseuses numériques, ça existait. Et j'en voulais une, alors j'en ai acheté une. Euh, et à l'époque, on commençait à faire des électroniques open source pour ce genre de choses. C'était basé sur Arduino, mais c'était vachement limité en fait. Parce que juste parce que c'est fait, contrôler des machines comme ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup de ressources. Et les cartes Arduino étaient limitées de ce côté-là, juste simplement en vitesse. Et aussi, un truc important, euh, donc il y a plein de types de machines à commande numérique, des fraiseuses numériques, des découpeuses laser, des imprimantes 3D. Et il y a énormément de cartes de contrôle, il y en a très peu qui sont open source. Et pour chaque type de machine différente, c'est une carte différente qui est utilisée. Il n'y a pas de projet commun. Enfin, maintenant. Mais donc voilà, j'avais une fraiseuse, j'ai appris à m'en servir. Et puis après, je me suis dit, ah, ce serait bien si j'avais une découpeuse laser. Et j'ai acheté une découpeuse laser en Chine. Sur eBay, ça coûtait rien du tout, quelque chose comme 700 euros ou quoi. Donc, mais, elle n'est pas terrible, mais ça découpe des choses. Et le problème quand je l'ai reçue, c'est qu'elle est livrée avec un logiciel en chinois absolument inutilisable. J'aurais dû lire les forums avant. Euh, Personne ne peut s'en servir, c'est super super compliqué de s'en servir. Donc j'ai commencé à essayer de fouiller sur internet pour voir s'il n'y avait pas une carte pour les contrôler et ça n'existait pas. Une carte open source comme ça, bah, utiliser un Arduino pour les contrôler, quoi. Comme on fait pour les imprimantes 3D par exemple, ou comme ça commençait à se faire pour les fraiseuses. Et j'ai contacté l'auteur d'une de ces cartes-là pour les imprimantes 3D, pour les fraiseuses. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne avec les découpeuses laser. Et il se trouve que pour les découpeuses laser, c'était juste pas faisable sur Arduino. Il n'y avait pas assez de puissance pour le faire correctement. Et ce type-là m'a dit oui, mais si tu bougeais sur donc les Arduino, c'est du 8 bits. Tous les microcontrôleurs plus récents, c'est du 32 bits. Il m'avait dit ouais, si tu bougeais vers du 32 bits, ce serait possible. Et moi, quand il m'a dit ça, je savais à peine de quoi il me parlait, quoi. Mais, ouais, bah, j'ai acheté une carte 32 bits et j'ai commencé à essayer d'apprendre à m'en servir pour voir s'il y aurait moyen. Et je me suis retrouvé pendant 4 5 mois à faire que ça et à coder, 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 coder et apprendre. Et au bout de 4 ou 5 mois, j'étais très très content. J'avais ma découpeuse laser qui fonctionnait avec mon truc que j'avais créé, etc. Bon, c'était sur ce qu'on appelle un breadboard, c'était avec des fils partout, des petits circuits électroniques partout. Mais ça fonctionnait, quoi. Du code qui allait devenir libre, donc que j'avais fait, permettait de contrôler cette découpeuse laser. Et pendant toute cette période-là, donc j'avais une fraiseuse numérique, j'avais une découpeuse laser, j'aurais bien aimé avoir une imprimante 3D. Et pendant toute cette période-là de création de ce code-là, donc il n'y avait que du code à l'époque, il n'y avait que du code et il fallait faire tout un bordel pour pouvoir utiliser ce code-là pour contrôler une machine. Pendant toute cette période-là, je me disais, ce serait quand même vachement bien si on pouvait faire un seul code pour contrôler tous les types de machines, vu que donc, il avait fallu utiliser une carte plus puissante pour contrôler le laser, et du coup, c'était une carte qui était aussi suffisamment puissante pour contrôler les imprimantes 3D et les fraiseuses numériques. Et il se trouve que entre les différents codes qu'il y a besoin pour contrôler une fraiseuse numérique, une découpeuse laser, une imprimante 3D, il y a énormément en commun en fait. C'est grosso modo la même chose, sauf qu'il y a une machine sur laquelle on fait tourner une fraise, une machine sur laquelle on extrude du plastique, une machine sur laquelle on allume un laser, grosso modo. Euh, donc, euh, donc, a priori, c'était possible.
Le truc, c'est que ça demandait beaucoup de boulot. Enfin, il fallait un code très structuré, c'était beaucoup de boulot. Moi, il se trouvait qu'à ce moment-là, j'avais pas besoin de bosser pendant quelques mois encore. Et donc, je me suis dit, je vais faire ça propre à partir de zéro et créer ce truc-là, quoi. Et j'ai fait ça. Moi, à l'époque, donc j'avais qu'une fraiseuse. J'ai réussi à faire fonctionner sur ma fraiseuse, ça c'était pas trop compliqué. J'avais pas d'imprimante 3D. J'ai quand même fait le code pour imprimante 3D sans avoir d'imprimante 3D sur lequel le tester. Je l'ai publié sur Internet, donc du coup open source, parce que de toute façon je faisais de l'open source. Et les gens se sont mis à l'utiliser, et il se trouve que non seulement après quelques corrections de bugs, ce que j'avais fait fonctionnait, donc fonctionnait sur les 3 types de machines, mais en plus, comme le processeur était plus puissant, etc., ça fonctionnait aussi mieux que ce qui existait à l'époque. Et donc il y a des gens qui se sont mis à refaire chez eux le même bordel avec plein de fils partout, des circuits imprimés, etc., sur un breadboard. Et on a commencé à avoir une communauté qui s'est développée autour de ça, avec des gens qui commençaient à contribuer du code, etc. Donc ça, c'était il y a quelque chose comme 3 ans. Donc ça a été la naissance de la communauté. On a été très rapidement une dizaine à utiliser ou contribuer au code. Et où. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des mails où les gens m'ont... Donc, ouais, j'avais un petit peu aucune idée de ce que je faisais avec le code. Hein. C'était très structuré, mais il se trouve qu'en essayant de faire quelque chose d'extrêmement structuré et d'extrêmement facile à lire et facile à ajouter des choses et à contribuer, il se trouve que j'ai fait complètement n'importe quoi côté utilisation des ressources, de la RAM, etc. Enfin, j'ai fait beaucoup de bêtises qui ont dû être corrigées après par des gens très doués, mais enfin moi je savais pas exactement ce que je faisais à l'époque, quoi. Mais bon, le code a été utile par la suite, quoi. Et donc, à ce moment-là, il y a pas mal de gens qui sont mis à me contacter pour me dire c'est bien ton truc, mais si je veux l'utiliser, il faut que je fasse tout ce bordel qui prend 4 jours à faire sur une carte de circuit imprimé, qui se casse dès qu'on passe le coude dessus, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une carte tout en un où on pourrait faire tourner ce code là-dessus et donc utiliser cette carte-là et ce firmware-là pour contrôler une imprimante 3D, une découpeuse laser, une fraiseuse numérique, etc. Et enfin, quand j'étais petit, j'avais un kit électronique 2000. J'avais un petit peu joué avec les Arduino, mais à part ça, moi, j'y connaissais pas grand-chose en électronique. Et même procédé, j'avais encore un petit peu de temps où je pouvais prendre le temps d'apprendre, etc. Donc j'ai commencé à faire juste le schéma du circuit électronique. Grosso modo, j'ai commencé à faire le schéma de ce que j'avais fait sur le breadboard, de tout ce bordel, à faire un schéma propre. Et ensuite, j'ai cherché, c'était une connerie, mais j'ai cherché donc la personne la moins chère possible qui pourrait me faire un circuit imprimé à partir de ce schéma-là. Donc me faire une carte, quoi, qui pourrait produire une carte. Et je suis tombé sur quelqu'un en Inde. Ouais. Donc le type me proposait donc, pas grand-chose, quelque chose comme 500 $ ou quoi pour me faire la carte. Il se trouve que donc, il m'a fait un truc qui fonctionnait pas, qui était pourri, et il a passé son temps ensuite pendant des mois et des mois à me demander 100 € à chaque fois qu'il fallait réparer quelque chose. Donc au final, bon, non seulement ça a pris très longtemps, mais ça m'a probablement coûté aussi cher que si j'avais embauché quelqu'un en Europe. Donc ouais, en fait, rétrospectivement, j'aurais mieux fait de juste publier ce que j'ai fait, de demander à la communauté de le faire. En fait, il se trouve qu'il y avait des gens que je connaissais qui l'auraient fait, mais je le savais pas sur le coup. Au final, on s'est retrouvé avec une carte pas terrible que ce type-là avait fait. On en a produit un prototype. Donc quand je dis on, c'est la communauté en général, quoi. J'avais déjà de l'aide de 2-3 personnes sur ce genre de choses à l'époque. On a produit une carte, elle était moche, il y avait quelques bugs dessus qu'on a dû réparer, mais elle fonctionnait. Et ensuite, j'ai publié les fichiers sur Internet, et là, très rapidement, il y a des gens qui l'ont rendu bien meilleur, très rapidement. Et on s'est retrouvé à produire un premier lot de cette carte-là et à les distribuer à travers le monde. Et ça a eu franchement pas mal de succès, quoi. Sauf que à l'époque, moi j'étais fauché. On en avait produit quoi 50, enfin bref, pas des grosses quantités. Donc voilà, on produit, on vend. Ça nous a coûté cher en plus parce qu'on fait pas des grosses quantités. On se retrouve fauché à nouveau. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? Et donc c'est là qu'est sortie l'idée de faire un Kickstarter. Donc Kickstarter, financement participatif. On demande pas aux gens de donner de l'argent vraiment, mais on dit aux gens donner de l'argent pour aider le projet.
et en échange de votre aide au projet, on vous donnera une carte. Donc essentiellement, c'est de la prévente, quoi. Sauf que non, il y a aussi des gens qui demandent un sticker et qui payent 10 $ pour. Et les gens en plus, c'est pas vraiment de la prévente parce que les gens sont pas sûrs qu'ils vont finir par recevoir une carte. Mais donc, on a fait un Kickstarter. On a préparé ça pendant 3 ou 4 mois. C'est un boulot monstrueux. En tout cas, pour un projet de cette taille-là, ça a été vraiment un boulot monstrueux de préparer ça. On a dû rassembler les mails de tous les gens qui nous avaient contactés au fil des années, qui en voulaient une et qui attendaient d'en avoir une. On a dû préparer des articles parce que bon, les blogs et les sites sur Internet, ils n'écrivent pas leurs propres articles, il faut les écrire pour eux. Donc on a dû écrire des articles pour plusieurs sites. On a dû produire une vidéo où il fallait parler anglais. Enfin bref, il y a eu beaucoup de boulot. Au final, on a lancé ça. On a suivi tous les conseils qu'on a pu nous donner. On a contacté les gens qui avaient déjà fait ça. On leur a demandé des conseils. On a suivi tous les conseils qu'ils ont pu nous donner. On a demandé 20 000 $. Et on a mis la durée à 15 jours parce qu'apparemment, ça fonctionne mieux quand ça ne dure pas très longtemps. Ça montre qu'on a confiance en son projet ou quelque chose comme ça. Et dans les premières 24 ou 48 heures 48 heures, on a atteint nos 20 000 $. Au bout de 15 jours, on avait quelque chose comme 110 000 $. Donc, et donc, au final, ça a super bien marché, quoi. La plupart des projets Kickstarter ont, je crois, il faudrait que je regarde les chiffres, mais je crois que c'est en moyenne 3 mois de retard sur leur livraison. C'est pas vraiment parce que les gens ont du retard, c'est plus parce qu'ils sont un petit peu trop enthousiastes sur le temps que les choses vont leur prendre. On a eu que 1 mois de retard. Bon. Et on a fini par livrer toutes les smoothie boards à tout le monde, à travers le monde. Donc il y a une trentaine de personnes qui avaient aussi demandé à avoir des stickers. Sauf qu'on n'a rien à mettre sur les stickers, donc ils ont toujours pas reçu leurs stickers. Mais bon, voilà quoi. Ouais. Il y en a dans le public. Mais bon, dès qu'on a quelque chose à mettre sur les stickers, on fera les stickers et on leur en enverra 5 au lieu d'un. Donc, youpi. Donc voilà. En parallèle de ça, donc à l'époque où j'ai commencé ce projet-là, j'habitais en Espagne, c'était vachement chouette. Puis il y a un moment, j'ai décidé de rebouger sur Brest. Et quand je suis arrivé sur Brest, j'avais ma découpeuse laser et ma fraiseuse numérique chez moi dans une pièce. Il y avait des étagères jusqu'au plafond, et il y avait un mètre au milieu pour. J'avais pas beaucoup d'espace chez moi pour ce genre de machines qui prennent de la place, etc. Et donc j'ai commencé à chercher, s'il y avait un Fab Lab sur Brest. Google m'a rien dit. Avec qui j'étais pris en contact ? J'ai pris en contact avec les gens de Brest Wireless, que je connaissais déjà par rapport à des projets open source d'avant, qui m'ont redirigé vers Infini, qui m'ont redirigé vers la Maison du Libre. Et en arrivant à la Maison du Libre, juste quand j'arrivais, juste quand j'ai été en contact avec eux, on m'a dit, justement, il y a une réunion à la mairie sur les Fab Labs. Donc je vais à la réunion à la mairie, je n'ai jamais allé à un truc comme ça. En fait, j'avais jamais, même, à part, je fais partie de projets open source, mais j'avais jamais fait partie d'une association ou été vraiment en contact avec des associations. Et donc, réunion à la mairie, et c'est là que j'ai rencontré tous les super gens de Brest qui font le TIFAB. Enfin, c'est là que le TIFAB est né, quoi. Il y avait des gens qui étaient super motivés pour monter un Fab Lab. Il y avait des gens qui étaient prêts, des élus, etc., qui étaient prêts à aider. On a fini par avoir un local, etc. Il y avait moi qui avais des machines, ce qui est important pour commencer un Fab Lab. Pas que moi, en plus, il y avait quelques autres personnes qui avaient déjà des choses aussi. Et donc, au final, le Fab Lab s'est monté. Et donc ça, c'était au début du projet. C'était quand j'avais pas encore fait de prototype. Et c'est dans le Fab Lab, vraiment, que j'ai trouvé l'aide, les ressources pour fabriquer un prototype de carte, pour avoir des gens qui utilisaient les machines dans lesquelles il y avait la carte, qui disaient quand il y avait des problèmes, qui aidaient sur la conception, etc. Et c'est vraiment un projet qui est né et qui a grandi dans un Fab Lab, quoi. C'est vraiment un projet... c'est vraiment un c'est vraiment un projet qui est le fruit d'un Fab Lab, quoi. D'une communauté à l'international, parce que ça se fait en grande partie par Internet,
Mais toute la partie physique, toute la partie qui n'est pas forcément faite justement quand qu'on ne sait pas forcément qui va la faire, etc. Quand on passe que par Internet, toute cette partie-là, ça s'est fait vraiment au Fab Lab et c'est cool. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Oh, donc tiens. Celle-ci est allumée? Ça c'est la carte. Ah, vous voyez rien. Non mais faites passer. Et donc voilà, on se retrouve maintenant dans les fabriques du Ponant, où toutes les machines sont ou vont être équipées de la Smoothie Board. Parce que ce qui est vachement bien avec la Smoothie Board, typiquement pour un Fab Lab, c'est que comme il n'y a qu'une seule carte, du coup les gens ont plus ou moins à apprendre qu'une seule chose pour se servir des machines. C'est-à-dire que dans un Fab Lab, on a fait ça à Nantes aussi, les gens qui apprennent à se servir de la fraiseuse numérique savent instantanément se servir de la découpeuse laser. Parce que c'est la même chose, essentiellement. C'est la même carte, c'est la même façon de la contrôler. Donc c'est quelque chose qui n'a pas été à l'origine pensé pour les Fab Labs, mais qui est vraiment très bien pour les Fab Labs. Et ici, à Brest, toutes les machines utilisent ça, parce que ça a été fait ici, parce qu'on les donne aux Fab Labs aussi, et parce que c'est bien pour les Fab Labs. Et donc voilà, c'est les fabriques du Ponant, on est très très contents. Les développements de la carte vont continuer à se faire ici dans les fabriques du Ponant. On a monté une société avec le Kickstarter, etc. pour vendre ça, et on veut aussi développer des imprimantes 3D, etc. Et ça va continuer à se faire dans les fabriques du Ponant aussi. Donc, ouais, voilà. Des questions? Est-ce que la smoothie est utilisée ailleurs que dans des machines à commande numérique? Des robots, je sais pas, ou des... Non, c'est vraiment, vraiment très, très spécifique. On a souvent la question, on a des gens qui disent « Oh, j'ai mon aspirateur qui nettoie tout seul par terre. Oh, j'ai ma grue ou je sais pas quoi. » Non, ça a été conçu pour ça. Il faudrait refaire le code pour quelque chose d'autre. Elle serait utilisable, mais personne ne l'a fait. La carte en elle-même serait utilisable, mais il faudrait refaire le code. Le code est conçu pour la commande numérique, cartésienne, ou pas cartésienne, mais etc. Ouais, la lecture de G-code. Ou un truc aussi, du fait que, c'est un truc que je dis pas, mais qui est très très important avec le projet, auquel je pense pas souvent, c'est que si quelqu'un fait une carte pour commander des imprimantes 3D, et seulement des imprimantes 3D, les gens qui vont contribuer au projet sont seulement des gens qui utilisent des imprimantes 3D. Une idée aussi avec le projet, c'était de faire une carte donc qui commande tous les types de machines. C'est pas que les fraiseuses, les imprimantes 3D, les découpeuses laser, il y a aussi d'autres types de machines, tours, etc. Et du coup, on a une communauté qui a grossi très très vite parce qu'on a des gens qui viennent de tous les horizons pour participer au projet. Et ça, c'était quelque chose qui était très, très important dès le début et qui fonctionne. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être reproduit peut-être dans d'autres domaines. Plus le projet a une utilisation large, même si on ne se concentre pas sur le début, sur avoir le plus de fonctionnalités possibles, etc., mais que ce soit utilisable dans le plus de situations possibles. Dans le contexte d'un projet open source, ça apporte aussi plus de contributeurs, plus de contributions, plus de qualité de code. On a des gens extrêmement talentueux maintenant qui codent là-dessus. Même moi, je suis qu'une toute petite partie du code maintenant. Et voilà, c'est très très important ça dans le code. Et aussi, le code a été conçu dès le début, de façon ce qu'on appelle modulaire, a été conçu dès le début pour que ce soit le plus facile possible de contribuer au code. Le code est simple, il est extrêmement commenté, même si ça nous prend plus de temps. Et il est conçu de façon à ce que les gens n'aient pas besoin de comprendre l'ensemble pour ajouter une fonctionnalité. Et ça nous a apporté non seulement beaucoup de contributions, mais aussi des contributeurs qui n'auraient pas contribué à un autre projet parce qu'ils n'avaient pas forcément les compétences nécessaires. On essaye autant que possible de baisser la barrière pour que les gens puissent contribuer au projet. Voilà. Des questions?
Bon. Je vous laisse encore 15 secondes parce que souvent les gens mettent du temps à se décider. Bon, bah. Juste pour se faire une idée, si la même carte qui était utilisée avant, la Smoothie, sur une imprimante 3D, combien valait par rapport à ce que vous faites, toi, pour dire combien, a priori, il y a gain, pas gain, ou si... Alors, les cartes qui existaient avant coûtaient grosso modo un petit peu au-dessus de 100 €, et on est un petit peu au-dessus de 100 €. On a fait très attention à rester dans la même marge de prix. Ça a changé dans les mois précédents, là, où il y a eu des clones chinois ridiculeusement pas chers qui sont sortis, et donc on est plus cher que ça. Mais quand on l'a conçue, quand on l'a produite, etc., on a fait attention à ce que ce soit une carte qui ait beaucoup plus de fonctionnalités, qui fonctionne mieux, qui est plus facile à configurer, plus facile. Il y a beaucoup de fonctionnalités dedans maintenant qui la rendent beaucoup plus facile pour les gens à utiliser, etc. Mais on a fait attention à ce que le prix reste le même parce qu'on veut que le plus de gens possible l'utilisent. Voilà. De notre carte, non. Ça prend en général du temps. Mais la plupart des gens utilisent encore les cartes Arduino, les cartes à base d'Arduino, et donc c'est ça qui est copié. Mais ça finira par venir nécessairement. Est-ce que vous avez un recours sur cet aspect-là? C'est open source, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est pas, ils peuvent pas l'appeler Smoothie Board sans notre accord, mais ils peuvent l'appeler Milkshake Board, et il n'y a pas de problème. Je dis ça parce que y a un forum chinois donc qu'on ne comprend pas, dans lequel il y a écrit Smoothie Board, il y a les plans de notre carte, et il y a écrit Milkshake Board aussi. Donc on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais il est possible que ce soit quelqu'un qui est en train de réfléchir à la copier et à l'appeler autrement. Oui. Donc oui, voilà. Donc ce que tu disais, c'est que oui, la seule façon de se protéger contre les copies chinoises, c'est le temps qu'ils fassent une copie de la version 1, avoir déjà développé la version 2, quoi. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. Donc il y a une version 2 avec un FPGA dessus qui sera trop génial, qui sera grosso modo aussi puissante que des solutions professionnelles à 1000 €, etc., qu'on est en train de préparer en open source aussi, toujours open source. Non, celle-ci nous coûtera plus cher, donc sera plus cher. Mais on gardera une version de celle-là. On gardera une version sans le FPGA qui sera quand même évoluée par rapport à la version 1, etc. Donc ça avance quand même, mais il y aura deux versions. Il y aura une version pro et une version normale. Non, on ne sait pas. On ne sait jamais. On dit jamais aux gens. On s'est fait taper les doigts sur les doigts tellement de fois à ce que les gens nous demandent quand est-ce que ce sera prêt, et on leur dit dans 2 mois. Et 6 mois après, ils nous demandent quand est-ce que ce sera prêt. On leur dit dans 3 mois. Et donc, non, on ne dit plus quand est-ce que les choses vont être prêtes. Mais on travaille dur. Voilà. Donc, la question c'est où est-ce qu'elles sont produites aujourd'hui. Elles sont produites en Chine. Elles sont testées ici. Mais on envisage à terme. Donc, j'ai un collègue aux États-Unis qui est en train de travailler pour les faire produire aux États-Unis. Et nous, on aimerait bien les faire produire en France, mais pour le moment, on n'a pas vraiment le temps de mettre ça en place, et on n'est pas exactement sûr de ce que ça nous coûterait. En particulier, y a, autant les composants, etc., c'est raisonnablement... Enfin, c'est plus cher en France, mais c'est raisonnable. Autant il y a tout un travail d'inspection des cartes, de tests, etc., qu'il faudra faire de toute façon, et qui nous coûterait extrêmement cher en France. Donc on est en train d'envisager des possibilités, mais pour l'instant c'est fait en Chine.